Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Donc au niveau de cette capsule, nous allons voir les différentes courants et écoles de pensée et on va essayer de mettre la lumière sur leur raisonnement et réflexion et voir comment ils ont réfléchi pour nous donner leur démarche et explications relatives bien évidemment à l'économie monétaire. Donc, lorsqu'on parle d'économie monétaire et financière, donc il faut tout d'abord, dans un premier temps, faire une distinction entre ces trois sphères de l'économie et voir l'interaction entre elles. Donc, à savoir la sphère réelle et la sphère monétaire et celle financière. Donc, lorsqu'un agent économique fait un acte, donc il cherche à créer de la richesse, donc pour satisfaire son besoin. Donc ceci se passe soit au niveau réel, donc on parle d'un espace réel, donc que ceci se passe dans un monde monétaire, donc on parle de l'espace monétaire, ou bien ceci peut se passer au niveau financier, donc on parle d'espace financier. Donc on a le monde réel, le monde monétaire et le monde financier. Donc l'agent économique est un seul agent. Donc il se peut que c'est un agent réel, donc il effectue des opérations réelles dans l'espace réel pour créer une richesse réelle. Donc on parle dans ce cas donc d'un besoin réel. Il se peut que c'est un agent monétaire. Donc il effectue des opérations monétaires dans un espace monétaire pour créer une richesse de nature monétaire. Et donc à ce niveau, il faut rappeler que la monnaie c'est un bien spécifique, donc comme vous savez, qui permet de satisfaire l'ensemble des besoins. Donc il se peut, vers la fin, que cet agent, c'est un agent financier. Donc il effectue des opérations financières dans un espace financier pour créer une richesse financière pour satisfaire justement ses besoins. Donc l'agent économique peut être un agent réel uniquement, ou un agent monétaire, donc seulement, ou bien un agent financier. Comme il peut être un agent tripartite, ça veut dire tout simplement il agit dans les trois sphères. Il crée une richesse réelle et monétaire et financière à la fois. Alors que le besoin n'est qu'un besoin réel. Donc on n'a pas de besoin monétaire. Donc on ne détient pas la monnaie on détient donc pas la monnaie pour rien. Donc la monnaie n'a pas de possibilité de satisfaire le besoin en elle-même. Donc pour satisfaire un besoin réel. Donc l'actif de même, donc l'actif financier sert également à satisfaire un besoin réel. Donc il est valable que, il n'est pas valable pour autre chose. Donc sa raison d'être, c'est de satisfaire le besoin. Donc le besoin est unique. Donc c'est le besoin réel, soit un bien ou un service. Donc le fait de posséder, de détenir, d'avoir la monnaie, donc ça va permettre de satisfaire le besoin, donc via une consommation. Donc est-ce qu'il faut mettre dans la tête, est-ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que on transforme un actif monétaire en actif réel. Donc c'est le fait d'acheter des biens et services pour satisfaire le besoin. Et lorsqu'on détient un actif financier, action, obligation, n'importe quelle valeur mobilière, donc je peux la transformer en actif monétaire et puis en actif réel. Et de l'actif réel à satisfaire le besoin. Donc lorsqu'on détient une unité monétaire, donc lorsque donc j'ai une unité monétaire, donc il se peut que cette unité monétaire se transforme en deux unités, ou bien une seule unité. Donc autrement dit, donc à une quantité. Donc l'unité monétaire elle se transforme en une quantité de biens et services. Donc la consommation à ce niveau entraîne et cause un impact. Donc la quantité de biens et services sert à satisfaire le besoin. Et la quantité de monnaie sert à acheter cette quantité de biens et services. Ça veut dire le pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce que ça
peut acheter. Ou ça peut acheter exactement la même chose. Donc ici, on n'a pas le problème. Si la situation est équilibrée. Ou bien plus que la même chose. C'est l'inflation. Ou bien moins que la même chose. C'est la déflation. Donc lorsqu'on a un actif monétaire, on a besoin d'une transformation. Cette transformation, c'est acheter des biens et services. Et cet achat des biens et services, donc c'est la capacité, c'est le pouvoir d'achat de la quantité monétaire. Le deuxième niveau, si on a un actif financier, donc on a besoin à ce niveau-là à 3 transformations. Donc la première, c'est transformer l'actif financier en actif monétaire. Et l'actif monétaire en biens et services. Et les biens et services en satisfaction. Donc lorsqu'on a une transformation, donc ça permet le passage d'un actif à un autre. Et ça a double risque, donc au lieu d'un seul. Donc le premier risque, donc du monétaire au réel. Donc c'est la perte de la valeur. Donc le dirham d'aujourd'hui peut ne pas acheter la même quantité dans le futur. Donc alors que la transformation de l'actif financier, action, obligation, le fait de transformer donc une valeur mobilière en actif monétaire, et l'actif monétaire à son tour, on va le transformer en bien ou service, donc pour satisfaire un besoin. Donc cela peut engendrer deux risques, ou bien cela a double risque. Donc je peux vendre le premier actif, donc ça veut dire l'actif financier, en plus de sa valeur, ou bien moins de sa valeur, ou bien sa valeur exacte. C'est la volatilité des cours, la volatilité des cours au niveau de la bourse des valeurs. Dans ce cas, donc la valeur marchande d'un actif financier qui se transforme en valeur nominale d'un actif monétaire se transforme en valeur réelle de l'actif et par la suite d'une capacité ou bien d'un pouvoir d'achat, d'un bien-être. Donc la question qui se pose dans ce cadre, est-ce que cette transformation a un risque? Donc c'est bien évidemment, c'est le risque de perte de la valeur. Donc il se traduit par le risque de perte de pouvoir d'achat et par voie de conséquence, donc cette perte de pouvoir se traduit par une perte de la satisfaction. Donc le bien réel est directement lié à la satisfaction et le bien monétaire est indirectement lié à la satisfaction, alors que le bien financier est doublement indirectement lié à la satisfaction. Donc il s'agit de 3 domaines dans l'économie et chaque domaine fonctionne avec sa propre logique et ses propres mécanismes. Donc lorsqu'on a commencé l'analyse de l'économie, donc on a commencé par le réel, donc parce que le besoin était initialement réel. Donc l'économie fonctionnait auparavant donc réellement, donc selon la célèbre ce qu'on appelle la loi de débouché. Donc l'offre crée sa propre demande. Donc on n'a pas besoin ni d'échange, ni de monnaie, ni de finances, d'actions, ni d'obligations. Lorsqu'on a un besoin de faire l'échange, donc ça a nécessité donc la mise en évidence d'un instrument donc issu initialement que pour l'économie réelle. Donc que pour faire l'échange. Donc on a inventé une variable donc appelée la monnaie. Donc pour faciliter les échanges entre les agents économiques, et on a dit que cette variable, c'est un instrument d'échange. Donc on voulu que la monnaie peut servir à l'échange et que cette monnaie n'est pas demandée en elle-même. Donc il n'a pas de valeur dans la mesure où il évolue les autres biens et services et que les biens et services s'échangent contre les biens et services via la monnaie. Donc un moyen, il n'est qu'un moyen d'échange. Donc les biens s'échangent contre les biens via la monnaie.
un moyen qui doit, selon les classiques, être neutre. Donc c'est la vision dichotomique. Donc une unité achète deux et avec le temps, il ne pourra acheter une seule. Donc si on fait appel à la valeur d'un bien selon Adam Smith, le père des classiques, le père fondateur de la doctrine libérale, c'est la quantité de travail incorporé ou bien commandé. Donc c'est le bien qui détermine la valeur et non pas la monnaie. Donc par la suite, c'est la même quantité de travail. Donc on a deux biens qui s'échangent de la même valeur. Mais lorsqu'on a commencé à avoir un impact positif ou négatif sur l'échange, on s'est demandé est-ce que cette monnaie est toujours neutre par rapport au réel, ça veut dire l'activité économique. Est-ce que la quantité de monnaie a un impact sur l'activité économique? Donc la quantité de monnaie mise en place initialement pour servir l'échange, la transformation a un impact sur ces transactions. Est-ce qu'il impacte la quantité de biens et services? Est-ce qu'il impacte la quantité de satisfaction, le pouvoir d'achat de cet agent économique? Donc un ensemble de questions. Donc pour les classiques, disent que lorsqu'on a la monnaie, donc il sert seulement à faciliter les échanges. Donc la quantité de monnaie, lorsqu'il est en déséquilibre avec la quantité de biens et services, donc ça donne un impact qui peut être soit négatif, soit positif. Donc soit l'inflation, soit la déflation. Donc les écoles de pensée n'étaient pas en discours. Ils étaient d'accord sur un point, c'est que la quantité de monnaie a un impact sur l'activité économique. Donc ils ont trouvé qu'il y a un impact dû au déséquilibre entre la quantité de monnaie et la quantité de biens et services. Donc les classiques, ils ont posé l'hypothèse, l'offre crée sa propre demande. Donc pour faire justement transiter cette offre vers la demande. Donc on a besoin d'une unité monétaire. Et dans ce cas, on ne crée cette unité monétaire que lorsqu'on a des biens et services. Donc il y a une demande sur ces produits. Et ce bien, il n'est produit que parce qu'il y a une demande sur ce bien. Donc là, une fois qu'il y a un déséquilibre entre la quantité de monnaie et la quantité de biens et services, donc ça donne un impact. Et donc, la quantité de monnaie est supérieure à la quantité de transactions. Donc ça pose un problème. C'est l'inflation. Donc peu de quantité de monnaie par rapport à la quantité de transactions. C'est la déflation. Donc les deux sont des phénomènes négatifs qui impactent le pouvoir d'achat. Donc on a un impact qui peut être négatif ou positif en fonction de l'offre de monnaie et la quantité de biens et services. Donc à ce niveau, il s'avère indispensable de surveiller et de contrôler l'offre de la monnaie du fait qu'elle impacte le pouvoir d'achat, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Il faut la contrôler strictement. C'est ce qu'on va voir justement au niveau de la politique monétaire dans une capsule. Dans la capsule suivante et dans l'épisode suivant. Donc tous les corons ont trouvé un impact. Donc on va voir comment résoudre ce problème. Donc on doit le résoudre par la surveillance de la quantité de monnaie offerte qui va surveiller. Donc c'est l'État, c'est la banque des banques, c'est la banque centrale, c'est l'instance étatique doit faire une action. Mais nous n'avons pas abouti ni à un résultat absolu. Donc les économies continuent à avoir des déséquilibres. L'inflation, parfois la déflation. Parfois donc on va poser la troisième question lorsqu'on a
agi sur l'offre et le problème n'est pas résolu et réglé. Donc on a agi sur la demande parce que les offreurs de la monnaie, les banques, l'offre de la monnaie pour elles, c'est le chiffre d'affaires. Qu'ils créent de la monnaie pour satisfaire une demande de monnaie. Donc il y a donc une possibilité des économistes de réfléchir du côté de la demande. Donc comment faire pour ne pas inciter les acteurs à ne pas demander la monnaie? Et ça va réduire l'offre de celle-ci et sa quantité. Donc d'abord on doit comprendre pourquoi ils demandent la monnaie. Donc les classiques disent ils demandent la monnaie pour faire la transaction. 15 pour lui, il demande pour autre chose. Alors que Friedman, c'est le revenu permanent. Donc la présence. Donc la présence de la monnaie, d'après ce qui a été précis dans l'économie, est-ce que ça a un impact positif ou négatif? S'il y a un impact négatif, pourquoi et comment on doit le résoudre? Et parmi les solutions de résoudre le problème de la monnaie sur l'activité économique, on a inventé la finance. Donc c'est ça le cadre général et la problématique à laquelle on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc la monnaie est créée pour résoudre le problème de l'échange. Et lorsque cette monnaie a créé le problème de l'inflation, on est passé à la finance. Donc qui va d'une manière relative et non pas absolue résoudre le problème. Et donc sans trop tarder, donc je m'arrête. Donc je vais arrêter à ce niveau-là. Et je vous donne un rendez-vous à la deuxième capsule et épisode pour justement voir les courants de pensée. Je vous remercie pour votre attention.